Merci beaucoup, Madame Schnapper. Donc, on vous laisse me présenter donc, le sens de la laïcité dans aujourd'hui notre République et notamment aussi dans notre enseignement. Merci. Vous voulez que je parle à peu près combien de temps et qu'on laisse combien de temps aux questions? On s'était dit que 45 minutes, ce serait très bien. Et puis qu'on garde un quart d'heure pour les questions. Voilà, un quart d'heure, une demi-heure, on verra. Merci. Bon, bonjour à tous. On aimerait évidemment mieux se voir réellement, mais les circonstances sont ce que nous savons. Et donc, il faut s'y adapter. Donc, je vais vous présenter donc un certain nombre de réflexions sur le sens de la laïcité aujourd'hui, plutôt sur un plan, disons, général, historique, philosophique, plutôt que dans l'ordre des dispositions pratiques. Alors, toutes les sociétés démocratiques respectent un principe de séparation du politique et du religieux, parce qu'elles donnent les mêmes droits et les mêmes devoirs et accordent la même reconnaissance à tous les citoyens, quelle que soit leur croyance religieuse, quelle que soit leur pratique religieuse ou leur absence de croyance et de pratique. C'est le principe qui fonde l'ordre démocratique. Et donc, si on appelle laïques toutes les sociétés qui se conforment à ce principe, toutes les sociétés démocratiques sont laïques. Elles ne sont pas liées au destin de telle ou telle église et elles refusent de dicter aux individus le sens qu'ils doivent donner à leur destin en imposant une certaine conception du monde et de l'au-delà. Elles reposent donc sur la distinction du public et du privé. Les choix et les pratiques religieuses s'expriment librement dans la sphère privée. Cette liberté est garantie et régulée dans les manifestations publiques par les lois qui garantissent les libertés publiques. L'État et l'espace public, de son côté, sont neutralisés du point de vue religieux. Ils deviennent donc communs à tous les membres de la société, indépendamment de leur affiliation religieuse. C'est donc un principe de liberté de choix religieux, d'inclusion de tous et de reconnaissance de l'égale dignité de tous les membres de la société. Et c'est un principe qui est constitutif de la nation démocratique, dans la mesure où c'est le politique et non plus le religieux qui assure le lien social, pensé en contrepartie aux sociétés prémodernes ou aux sociétés théocratiques de notre temps. La séparation du politique et du religieux permet à tous les individus, qu'ils n'appartiennent à aucune église, qu'ils fassent partie de l'église majoritaire ou d'une église minoritaire, de participer en tant que citoyens à la vie publique et de former cette société démocratique. Alors, ce principe, je l'ai dit, est constitutif de l'ordre démocratique. Mais il a pris des formes différentes selon la naissance, la modalité de la naissance de la modernité politique. Et on peut dresser deux modèles théoriques de cette forme, de la forme que prend cette séparation, que représentent d'un côté les États-Unis et d'autre côté la France. Et le fait que ce soit deux formes différentes explique les malentendus qui portent surtout de la façon dont les Américains d'ailleurs voient le cas français plutôt que réciproquement. Alors, le premier type, le premier modèle, c'est celui des États-Unis. Les États-Unis ont toujours connu une multiplicité d'églises et de sectes. Leur société a été imprégnée d'esprit religieux, puisque le pays s'est constitué pour des raisons religieuses, et les institutions religieuses ont toujours organisé la vie sociale. Et depuis Tocqueville, on sait que cette religion protestante avait eu beaucoup d'influence sur la façon dont s'était constitué le monde des Américains, avec son esprit de religion et son esprit de liberté. Et on en voit encore des formes aujourd'hui,
puisque l'activité, l'intervention dans la vie sociale des églises et des groupes religieux, le serment sur la Bible que prononce le président qui vient d'être élu, et l'affirmation de l'Église à laquelle il appartient pendant sa campagne électorale, l'invocation de la volonté divine dans les grands discours présidentiels de l'histoire, témoigne, et vous avez vu que M. Trump s'est promené avec la Bible à un moment donné, il témoigne aujourd'hui que cette religion ambiante n'est pas affaiblie et que la religiosité fait partie de la vie sociale. Et pourtant, dans ce pays construit pour des raisons religieuses, par des églises et des sectes, et dans lequel la religiosité fait partie de la vie sociale, la séparation de l'Église et de l'État a été proclamée en même temps que l'indépendance politique. Alors je vous donnerai une seule citation, c'est celle qui a été donnée en 1790 par George Washington, qui écrivait à la communauté juive de Newport, dans les Rhode Island, dans les vieilles 13 États, j'ouvre les guillemets, le gouvernement des États-Unis, qui ne donne aucune aide aux religions, mais aucun soutien à ceux qui les persécutent, exige seulement de ceux qui vivent sous sa protection qu'ils soient de bons citoyens en le soutenant activement en toute occasion. Vous voyez que c'est une définition du principe de séparation du politique et du religieux. Ça n'a pas empêché des débats de continuer à se développer en Amérique, en particulier sur les controverses. Il y a eu des controverses à propos de la prière à l'école, mais la frontière, disons, a pu être discutée, mais ce qu'il faut souligner, c'est que quelles que fussent à ce moment-là et quelles que sont restées les réalités sociales, l'affirmation du principe et de la séparation, du principe de la séparation du politique et du religieux apparaissait comme nécessairement lié à la constitution d'une société démocratique. Mais aux États-Unis, contrairement à la France, dans ce régime, dans cette tradition, la liberté religieuse est considérée comme un droit naturel des individus, ce qui implique la tolérance de toutes les églises et de toutes les sectes. Ce qui est important aux États-Unis, c'est de participer à une église et à une secte ou de ne pas en avoir, mais ce n'est pas quelle église ou quelle secte, et elles doivent être toutes protégées de toute intervention de l'État. Le pays s'est constitué à partir d'un projet d'émancipation politique et religieux pour assurer la liberté de toutes les églises et de toutes les sectes, de sorte que la liberté religieuse est première et qu'elle s'est installée et qu'elle se maintient contre l'État. Je laisserai de côté le cas anglais qui est un cas intermédiaire et j'en viens au cas français qui est évidemment très différent de cette tradition puisque, pour le résumer en un mot, la laïcité a été établie non pas contre l'État, mais par l'État. Autrement dit, le projet républicain a mis en avant l'action de l'État et il est laïque, disons, avant d'être libéral, même si, et là je souligne, la laïcité est un instrument de liberté et d'émancipation. La raison pour laquelle la tradition a été différente est évidemment historique. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que la modernité politique a surgi en France d'une révolution qui est devenue rapidement violente contre la légitimité traditionnelle qui unissait étroitement depuis des siècles la monarchie et l'Église catholique romaine, appuyées l'une sur l'autre. La nation a été construite au cours des siècles par une monarchie étroitement liée à l'Église. Le roi, la loi, la foi construisaient ensemble une légitimité qui a été renversée d'une manière qui est devenue rapidement totale. Et donc, étant donné le lien historique qui existait entre la légitimité politique traditionnelle et l'Église de France, fille aînée de l'Église,
La naissance de la modernité politique a pris la forme révolutionnaire que nous connaissons. Elle est allée jusqu'au bout de sa logique, là où dans d'autres pays, ce que nos amis canadiens appellent l'accommodement raisonnable dominait. C'était le cas en Angleterre, où progressivement des accommodements se sont faits entre la légitimité traditionnelle et celle de la démocratie. En France, ce pays d'une église de type monarchique et d'une monarchie appuyée sur l'église, la France est devenue, tout au long du XIXe siècle, ce pays divisé entre les deux légitimités, celle de la Révolution et celle de la tradition. Et la laïcité s'est construite en fonction de l'Église et un peu sur son modèle, avec son catéchisme, c'est-à-dire ses instituteurs, son organisation centralisée, ses passions et toute une perception du monde, toute une vision du monde, ce qu'on a pu appeler une spiritualité laïque. La spécificité française, la laïcité française dans sa spécificité, repose sur la double affirmation nationale qui a entretenu les conflits entre la République et la religion majoritaire depuis la Révolution jusqu'à, disons, la seconde moitié du XXe siècle, chacune prétendant à l'exclusivité, celle de l'Église catholique aujourd'hui laïque et celle de l'affirmation laïque. Autrement dit, les lois qui organisent la séparation du politique et du religieux ont été élaborées en France, non pas contre l'État, mais par l'État, pour clore le débat sur la légitimité politique ouvert par la Révolution. Dans d'autres pays démocratiques, la séparation de des églises et de l'État peut apparaître, et ça n'est pas négligeable, comme simplement un moyen de gérer la diversité politique de manière non violente, ce qui est en soi, évidemment, un bon projet. Et il ne faut pas négliger ce pacte de non-agression entre l'Église, les religieux et les non-religieux. Mais en France, ce n'est pas simplement ce mode de gestion de la diversité religieuse. La séparation, sous le nom de laïcité, est à la fois plus radicale et plus philosophique ou plus idéologique. La réflexion philosophique est allée et a élaboré ce que Vincent Peillon, ancien ministre de l'Éducation nationale, a appelé une spiritualité laïque. Et il n'y a pas l'équivalent de cette réflexion philosophique dans les autres pays. Cette conception philosophique théorise l'homme des Lumières, opposé à toute tradition, incarnant l'idée pure de la raison qui est commune à tous les hommes, contre le particularisme des croyances. Et elle voit dans l'arrachement de l'individu à toutes ses caractéristiques, en particulier religieuses, la condition de la citoyenneté. Donc ce n'est pas seulement le moyen de gérer les différences de croyances et de pratiques, la laïcité est, selon la philosophie de la laïcité, l'expression même de la raison et de la liberté de l'homme. C'est donc toute une philosophie qui s'exprime avec la rigueur logique et parfois la même passion identitaire qu'un système religieux. Mais il faut voir que c'est l'une des dimensions du pacte politique de la citoyenneté qui est garantie par l'abstention de l'État dans le domaine religieux. La forme française de la séparation du politique et du religieux est une dimension essentielle de la démocratie. Il faut bien voir que même dans un pays qui proclame avec autant de force que la laïcité fait partie intégrante de sa tradition politique, on ne pourrait pas imaginer ce qu'on voit dans d'autres pays, que par exemple la Suisse ou l'Allemagne, que les églises reçoivent des subventions prises sur les impôts généraux, ou que la religion soit mentionnée dans les documents administratifs. Eh bien, même dans ce cas, les responsables des organisations religieuses entretiennent avec les représentants de l'État des relations régulières
Il négocie avec les autorités nationales et avec les autorités locales des conditions concrètes de l'enseignement religieux, du respect des fêtes, du déroulement des cérémonies. Des représentants des différentes églises présentent leurs vœux pour le Nouvel An au président de la République, donc reconnu symboliquement comme un des groupes qui forment la réalité sociale de notre société. Ils participent en tant que tels au Comité national d'éthique. Ils ont négocié les accords de la Nouvelle-Calédonie en 85. Et donc la frontière entre le public et le privé, le politique et le religieux, reste l'objet de négociations. L'application est le meilleur exemple est l'application libérale que le ministère de l'Intérieur, vous savez qu'il y a un bureau des cultes depuis 2 siècles, donc l'application libérale que le bureau des cultes fait des lois de la laïcité, de la loi de 1905, a favorisé par exemple le développement récent des bouddhistes qui prospèrent à l'abri des lois de la laïcité. C'est donc un système, disons, d'apaisement des conflits possibles. Alors, cette laïcité française, c'est notre héritage, et comme tout héritage politique, peut-être comme tout héritage, il doit être compris et transmis dans son principe, et il doit être en même temps réinterprété, au sens des anthropologues, la réinterprétation, dans ses modalités en fonction de la société qui s'est transformée et qui se transforme évidemment. Mais en même temps, il ne peut pas être détaché de sa signification politique, puisque c'est cet héritage qui a fait notre nation. Et comme toute collectivité humaine et comme toute nation, nous avons un certain droit à ce qu'on peut appeler, comme le faisait Paul Ricoeur, la continuité historique. Alors on peut se demander si cet attachement philosophique, idéologique, politique des Français à la laïcité rend difficile la reconnaissance du pluralisme religieux. La loi de 1905 a été élaborée en fonction de l'Église catholique romaine pour apaiser, je l'ai dit, le conflit entre la légitimité révolutionnaire, symbolisée par l'État républicain, et l'Église catholique romaine. Les protestants et les juifs s'en sont particulièrement bien accommodés et ont participé à l'élaboration de la loi d'ailleurs, parce que la laïcité protège les religions minoritaires. Devant le président de la République au 1er janvier, les représentants des églises sont les mêmes, quelle que soit l'importance numérique de l'église qu'ils représentent. D'autre part, par sa souplesse et son âge, parce que les lois, comme les constitutions, doivent avoir de la bouteille, elle pourrait s'accommoder des besoins spécifiques de la nouvelle religion largement présente en France, c'est-à-dire des musulmans, et aussi des revendications particulières de la fédération protestante qui a certaines revendications pour compléter ou corriger la loi de 1905. Les difficultés de son application tiennent au fait que la loi fut élaborée en fonction d'une Église catholique qui contrôlait alors très fermement les croyances et les pratiques d'une immense majorité de la population. Il y avait plus de 95% de la population qui pratiquait la religion catholique, alors qu'aujourd'hui, les expressions religieuses qui se perpétuent échappent à toute espèce de contrôle des églises, même dans l'Église catholique. Or, ce n'est pas la loi qui peut régler un problème qui est aussi difficile et qui est né de l'individualisme démocratique sur lequel la loi n'a pas d'effet. Et donc, le problème tel qu'il se pose aujourd'hui est celui-ci: comment et jusqu'à quel point la tradition laïque peut-elle et doit-elle être adaptée aux conditions nouvelles? Alors, la réponse théorique est évidemment d'en garder le principe, car il est fondateur, et d'adapter ses applications aux nouvelles caractéristiques et aux aspirations de la population, puisque bien évidemment celle-ci a changé depuis l'adoption des lois de la laïcité. Elle a changé, elle est plus formée, plus exigeante et plus diverse
qu'en 1905. Mais évidemment, la réponse théorique, conserver le principe et aménager ses modalités, ne suffit pas à lever toutes les interrogations, ni à donner des solutions aux problèmes concrets tels qu'ils se posent dans la vie collective. Alors, au lieu de nourrir le débat qui serait comment adapter les lois de la laïcité à une population qui désormais est majoritairement déchristianisée et où l'islam, ainsi que divers fondamentalismes d'origine chrétienne se développent, un conflit idéologique dont vous avez sans doute entendu parler s'est développé introduisant l'idée, qui me paraît fausse, qu'il existerait deux conceptions antinomiques de la laïcité qu'il faudrait développer en France. Alors, pour les premiers, pour les tenants de la laïcité héritée, disons, qui s'appellent eux-mêmes les républicains, il faut continuer à porter le principe laïque en tant que projet fondateur de la République et instrument de l'intégration sociale. Ils répètent, ce que j'ai un peu évoqué, que c'est un principe de liberté, puisqu'il consacre la faculté de chacun, la liberté de chacun de croire ou de ne pas croire, de changer de religion ou de ne pas en avoir, que c'est un projet qui en tant que tel est inclusif, puisqu'il permet de réunir en une seule communauté politique tous les citoyens, quelles que soient leurs origines historiques, sociales et leurs croyances. D'où le rôle de l'école en tant que lieu où se forme le citoyen, tous les élèves y étant considérés comme de futurs citoyens autonomes, libres, égaux, appelés à forger leur propre conception du monde et de leur destin, sans imposer aux autres leur propre conception et en respectant celle des autres. La loi de 2004 interdisant le port de signes religieux ostentatoires dans l'enseignement primaire et secondaire, parmi d'autres dispositions, s'inscrit dans cette conception. Alors, il y a une deuxième conception qui s'est développée, qui est inspirée par le modèle américain, c'est-à-dire que devant la poussée de certaines revendications identitaires, en particulier les revendications sur la primauté de la loi religieuse sur la loi républicaine, l'exigence de séparation des filles et des garçons dès le plus jeune âge à l'école, le refus de participer à certaines activités comme la musique ou le sport, et la confusion du savoir et de la croyance. Certains théoriciens ont voulu élaborer une conception qu'ils ont appelée ouverte de la laïcité. Ils plaident donc pour une politique de reconnaissance des expressions religieuses ou identitaires dans l'espace de l'école. Ils préconisent une attitude tolérante devant les manifestations publiques de fidélité à des croyances et à des traditions religieuses dans le style des États-Unis. Ainsi, pour eux, le port de signes religieux, qualifié d'ostentatoire dans la loi de 2004, ne remettrait pas en question la laïcité, mais serait la marque d'une reconnaissance de l'identité particulière des musulmans. Accepter que s'expriment ainsi dans l'espace public ces marques de reconnaissance de l'identité particulière des musulmans témoignerait du libéralisme de la République et de la qualité d'attention qu'elle porte à l'autre, d'autant que, par ailleurs, les musulmans seraient des opprimés, les nouveaux damnés de la terre. Alors que, selon eux, la reconnaissance des identités particulières par cette laïcité qu'ils qualifient d'ouverte ou d'inclusive permettrait donc de respecter et d'intégrer les populations d'origine et de tradition musulmane. Ils pensent que l'application stricte des lois de la laïcité était adaptée à une autre, adoptée d'abord et ensuite adaptée à une autre époque, et qu'elle serait tyrannique et exclusive. Alors évidemment, les tenants de cette deuxième conception de la laïcité, inspirée par les États-Unis, ont une image souvent flatteuse dans les milieux médiatiques et même académiques, parce qu'elle parle
à l'esprit du temps. Nous sommes tous, bien entendu, pour une société ouverte, pour une société diverse, pour une société inclusive et tolérante. Et ils ont en effet beau jeu de dénoncer des excès, dont certains sont absurdes, effectivement, ou sont indiscutables, de militants qu'on qualifie de laïcards, qui sont toujours obsédés par les combats anciens et gagnés contre l'Église catholique, qui est à la fois devenue beaucoup plus faible et qui s'est ralliée à la laïcité. Mais on ne doit pas confondre un principe avec ses excès, si critiquable soit-il. Il faut garder le principe et ne pas le juger par ses excès. Alors, l'argumentaire des partisans de la laïcité ouverte que je vous ai présenté pourrait être accepté s'il s'agissait d'un problème purement religieux, relevant de la morale du père de famille de bonne foi qui est évoqué dans la célèbre lettre aux instituteurs de Jules Ferry. Mais le débat idéologique actuel sur la réinterprétation de la laïcité traditionnelle n'est pas seulement, ou n'est pas du tout, un problème de tact, de tolérance et de respect de la liberté de conscience. La remise en cause de la laïcité républicaine fait partie d'un mouvement non pas religieux, mais politique et organisé qui utilise des arguments religieux, mais c'est un mouvement politique et c'est en termes politiques qu'il faut le traiter. L'islam, en tant que religion, ne pose pas de problème que la loi de 1905 ne puisse résoudre par des négociations et des adaptations. Elle a montré la souplesse avec laquelle elle s'est adaptée. Je vous ai évoqué les bouddhistes, qui évidemment n'étaient pas prévus dans les années 1905. Elle s'est adaptée aux transformations du tableau des églises en France. Mais ce n'est pas le cas de l'islamisme, et c'est la distinction essentielle que nous devons faire. Les musulmans, l'islam en tant que projet religieux, peut être traité dans le cadre de la loi de 1905 en l'adaptant à des considérations, à des exigences nouvelles. Ce n'est pas le cas de l'islamisme, c'est-à-dire d'un projet politique planétaire, d'un islam qui se veut conquérant. Et cette observation, cette distinction est déterminante parce que le principe de laïcité est lié à la conception française de la laïcité, qui est inséparable de la démocratie. C'est une observation d'autant plus déterminante que ce qu'on peut appeler les extrémistes musulmans ou l'islam politique, il ne s'agit pas de l'islam religieux, encore une fois, formulent eux-mêmes, ils le disent, leur condamnation de la démocratie et leur volonté de la détruire. Et donc ce n'est pas une obsession de laïcards attardés qui mène à un combat qui est gagné contre les traces de l'influence de l'Église catholique dans la société française, alors que l'Église française est devenue laïque. C'est un combat politique dont nos amis et les écrivains algériens de tradition musulmane, que ce soit Boualem Sansal ou Kamel Daoud, racontent les étapes dans leur propre pays. Or, en France, les documents existent depuis le début de ce siècle. Les territoires perdus de la République ont été publiés en 2002. Le rapport de Jean-Pierre Robin a été remis en 2004, avant qu'il soit vraiment accepté d'en discuter, d'en tirer des conclusions en 2020, c'est-à-dire plus de 15 ans après. François Fillon, à l'époque, avait rangé le rapport Fillon dans un tiroir pour ne pas faire de vagues. Les banlieues de l'islam avaient été publiées dès 1987 par Gilles Kepel et il a été suivi par de nombreux travaux de sociologues et d'islamologues sous des formes scientifiques. On n'a pas discuté leurs observations, même si on peut discuter leur signification. Alors, nous devrions, les enseignants, les chercheurs des sciences sociales, devraient se retrouver autour de quelques constats. La majorité de la population musulmane s'intègre dans la société française et partage pour l'essentiel les valeurs démocratiques. Mais en même temps, on ne peut pas nier qu'une minorité d'entre eux, dont un bon nombre de convertis d'ailleurs,
sont enrôlés dans un projet d'islamisation politique directement contraire aux valeurs de la démocratie. Et en même temps, il ne faut pas se dissimuler que parmi les jeunes générations, une forte minorité rejette les valeurs démocratiques et que parmi ceux-ci, dans cette génération, beaucoup se réclament de l'islam. Vous trouverez des résultats d'enquête dans les travaux d'Olivier Galland et d'Anne Muxel et dans différents résultats de sondages qui ont été faits en particulier par la Fondation Jean Jaurès. Alors, on doit respecter, prolonger l'héritage de la raison et du débat démocratique que porte la conception de la laïcité à la française, même si certaines de ses applications concrètes doivent évidemment tenir compte des transformations sociales. Il est clair que les enseignants doivent adapter les modalités par lesquelles ils peuvent transmettre les principes essentiels de la laïcité. On ne parle pas aux jeunes générations dans les termes, avec le vocabulaire et avec les références qu'on a longtemps mobilisées dans le passé. Il faut tenir compte des transformations de la société. Il faut tenir compte du fait que dans chaque nation démocratique, la frontière du public et du privé est définie différemment et que le choix de l'histoire française est un choix parmi d'autres. Ce n'est pas un modèle, ce n'est pas un exemple, c'est simplement notre héritage. Mais dans tous les cas, il faut continuer à transmettre le principe d'une frontière entre les croyances et les pratiques religieuses d'un côté et l'universalité de l'État et de l'espace public commun à tous d'un autre côté. Il faut transmettre l'idée que le savoir qu'on transmet à l'école est indépendant des croyances. Il n'est pas contraire aux croyances, il n'est pas anti-religieux, mais il est a-religieux. Il repose sur la perpétuation de l'effort rationnel d'appel à la raison. Parce que c'est ce principe de séparation de la raison, du savoir d'un côté et des croyances de l'autre, qui permet de concilier la liberté de chaque individu d'exprimer ses convictions, d'entretenir ses croyances et son devoir de respecter celles des autres. Et c'est aussi ce qui nous permet à chacun d'entre nous de participer à l'ensemble des valeurs et des normes communes de l'espace public, encore une fois commun à tous, qui permet de construire une société humaine, c'est-à-dire où se nourrit le respect des uns envers les autres. Alors, si on prend un peu de recul avec ce débat franco-français dont vous avez remarqué qu'il reprend sur le mode de la polémique ou du débat les deux traditions que j'ai évoquées en opposant, enfin en distinguant plutôt le cas américain du cas français. Les tenants de ceux qui baptisent leur conception, celle d'une laïcité ouverte ou inclusive, reprennent en gros les termes de la tradition américaine. Mais les mêmes conceptions n'ont pas le même sens dans des sociétés qui sont différentes. Si on est américain, c'est évidemment la liberté de l'expression dans l'espace public qui est premier, parce que c'est la manière dont s'est construit le sens même de la démocratie américaine. En France, les mêmes éléments n'ont pas le même sens parce qu'ils s'inscrivent dans une histoire et une conception qui fait exister notre société en tant qu'elle a sa spécificité, ses caractéristiques. Et donc, si l'on prend un peu de recul avec ce débat franco-français qui consiste à revenir sur ces deux traditions, qui est un débat qui porte sur la signification philosophique de la laïcité, il faut prendre de la distance à l'égard de ce débat dont j'espère vous avoir convaincu que c'est un peu un faux débat parce qu'il faut qu'il soit remplacé par une analyse politique de la situation.
Les données doivent être interprétées, les données sur le débat sur la laïcité devraient être interprétées dans une perspective géopolitique, celle des attaques contre la démocratie. Alors ces attaques ne sont pas le seul fait des musulmans extrémistes, puisqu'elles émanent aussi des autocrates de Russie, de Turquie, d'Iran ou de Chine, sans compter les chefs des démocraties dites illibérales, je pense que démocratie illibérale c'est un oxymore, de l'Europe de l'Est, qui prônent une démocratie sans liberté publique, et il n'y a pas de démocratie sans liberté publique. Mais enfin, l'islamisme, il tient sa place, et la résistance de ceux qui s'appellent eux-mêmes les républicains à remettre en cause les formes de la laïcité à la française, si elle revêt parfois des accents désuets ou des dispositions un peu ridicules, cette résistance de fond est tout de même vitale parce qu'elle s'oppose à une tentative totalitaire qui se donne pour objectif de détruire la démocratie. Et il faut écouter nos amis algériens et l'expérience qu'ils ont faite au cours des dernières décennies. Or, l'expérience des années 30 a montré que ce n'est pas en cédant aux exigences de ses ennemis, en cherchant des compromis, que la démocratie a une chance de se sauver, mais en affirmant ses propres valeurs et en étant prête à les défendre. Alors, trop peu de conséquences ont été, je crois, tirées des travaux des sciences sociales, qui maintenant sont nombreux sur le sujet. Le véritable problème ne concerne pas les formes de la laïcité ou le débat entre des républicains raides et des multiculturalistes ouverts. La véritable interrogation porte sur la force de la résistance à l'égard de la poussée extrémiste de ceux qui veulent détruire la démocratie et qui manipulent le libéralisme et le souci légitime de l'ouverture de nos sociétés aux autres, à ceux qui ne sont pas comme nous, et qui, à travers cette manipulation, ils s'attaquent en réalité, à travers la laïcité, à défendre les fondements même de l'ordre démocratique. Il me semble qu'il faut défendre la laïcité à la française en France, non pas parce qu'elle est parfaite, non pas parce qu'elle est un modèle, non pas parce qu'il faudrait l'exporter, mais simplement parce que c'est la forme de la démocratie française et qu'il faut défendre la démocratie et que c'est dans la laïcité, particulièrement à l'école, que ses ennemis essayent d'agir pour la remettre en cause. Voilà, c'était là l'essentiel de ce que je voulais vous transmettre avant de répondre, si vous le souhaitez, aux questions que vous pouvez souhaiter poser. Alors, j'ai là un micro. Oui, je vais devant la caméra. Oh là là. Bien. On aimerait bien être face à face, mais c'est tout de même beaucoup mieux que de ne pas se voir du tout. C'est vrai. Je vous remercie beaucoup, Madame Schnapper, pour cette conférence toujours lumineuse, enfin, voilà, qui a le mérite de poser la question et le problème là où il se situe vraiment, c'est-à-dire bien sur le champ du politique et non pas seulement sur celui du religieux, et de bien montrer qu'effectivement, les religions, leurs expressions peuvent être instrumentalisées. Alors, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je voudrais la passer à la salle. Et donc, voilà, il n'y a que la première question qui coûte. Il n'y a que la première question qui coûte, donc voilà, mais il y en a une là, voilà. Bonjour Madame Schnapper. J'aurais une question par rapport à ce que vous avez dit quand vous avez opposé le modèle des États-Unis et de la France. Vous avez parlé d'une spiritualité laïque en France, mais n'y a-t-il pas aussi une spiritualité laïque aux États-Unis? Alors,
J'espère que vous avez compris que je n'ai pas opposé ces deux. J'ai distingué. J'ai distingué plutôt qu'opposé ces deux traditions. Alors, il y a certainement en France, il y a eu une élaboration de ce que Vincent Peillon appelle la spiritualité laïque, c'est-à-dire une conception philosophique reposant sur l'idée de l'homme rationnel, de l'homme doué de raison, et qui, grâce à la raison commune à tous les hommes, peut entrer en contact et comprendre les autres par rapport au particularisme des croyances qui opposerait ceux qui ne partagent pas les mêmes croyances. Alors, aux États-Unis, bien sûr, les États-Unis, c'est pas seulement une nation, c'est un immense continent dans lequel il y a toutes sortes de formes de spiritualité. Malgré tout, il doit y avoir des spiritualités laïques et des formes de spiritualité laïque aux États-Unis comme il y en a en France, mais elles n'ont pas le même rôle central dans l'élaboration collective qu'elle peut avoir en France. C'est-à-dire que c'est à travers des affiliations à des églises particulières, et il y a toute une série d'églises et de sectes extrêmement différentes les unes des autres. C'est à travers des expressions religieuses ou des organisations ecclésiales que s'expriment plus les spiritualités. Mais je suis sûre qu'on doit trouver dans l'immensité de la production intellectuelle et idéologique des États-Unis également des... Mais je continue à penser que c'est plus à travers les églises et les différentes sectes de type religieux que s'expriment les demandes et les expressions de spiritualité aux États-Unis plutôt qu'en France. Qui se lance? Oui, j'arrive, pardon. Excusez-moi. Bonjour. Vous avez présenté la France comme étant un pays où il serait impossible d'envisager une subvention des cultes de la part des pouvoirs publics. Or, voilà, vous le savez bien, c'est pas la situation en Alsace-Moselle, et je voulais savoir comment, dans les institutions dans lesquelles vous avez siégé, vous avez justement abordé cette question-là, cette situation particulière. Merci. Bon, alors, sur la subvention des cultes, vous connaissez l'article de la loi de 1905 disant que l'État ne subventionne aucun culte. Comme vous savez, l'Alsace, en 1905, l'Alsace faisait partie du Reich allemand et n'était pas française. De sorte qu'en 1919, quand l'Alsace est redevenue française, les Alsaciens étaient attachés à un certain nombre des dispositions particulières différentes en Alsace de la France. Il y avait d'un côté le concordat et de l'autre côté la protection sociale qui était plus développée que l'assurance sociale en France. Et sur ces deux points, il m'était difficile de revenir en arrière sur ce que les Alsaciens redevenus français considéraient comme une partie de leur identité et aussi de leurs avantages matériels. Et donc, il y a le cas particulier de l'Alsace. Régulièrement, des laïcs militants demandent qu'on revienne sur le concordat. Je pense que reconnaître la spécificité du cas alsacien n'est pas dans son principe, personnellement. Et le Conseil des sages que je préside, je crois, plutôt tendance à me suivre sur ce sujet, mais je ne parle pas pour eux. Je pense qu'il est inutile de soulever un problème qui ne remet pas en cause les grands principes et qui est simplement un héritage et qui montre une certaine souplesse dans l'application de la loi de 1905 qui me paraît juste. Il ne faut pas, au nom d'un principe essentiel, refuser les conditions de l'application raisonnable de ce principe. J'ajoute qu'il n'y a pas de subvention de culte, mais il y a des manières d'appliquer des subventions locales à des associations culturelles qui, sans être des lieux de culte, ont des salles où se déploient certaines prières. Et donc, il y a une façon, disons, d'adapter à des demandes particulières à un moment donné. Il ne faut pas qu'elles aillent trop loin parce que sinon elles remettent en cause les principes. Mais en même temps,
Il ne faut pas soulever des problèmes sociaux, politiques, là où une application souple des grands principes permet de conserver la paix sociale sur ces sujets. Mais régulièrement, nous avons des protestations, effectivement, sur la non-application de la loi 1905 en Alsace. Je crois qu'il faut vivre avec ces tensions quand elles ne débouchent pas sur des... D'autres questions? Je voulais vous poser une question, Madame Schnapper. Vous êtes présidente de ce Conseil des sages de la laïcité. Je voulais savoir comment vous envisagez le travail, comment vous participez avec vos condisciples de ce Conseil à l'élaboration d'une stratégie, de fournir des argumentaires aux politiques. Comment se passe ce travail? Le Conseil des sages qui a été établi par Jean-Michel Blanquer, qui l'a constitué, lui, s'est donné, et je crois, à réaliser, autant qu'on puisse réaliser, s'est donné comme tâche de fournir des instruments intellectuels, à la fois des instruments intellectuels, disons, théoriques et des aides aux décisions concrètes telles qu'elles se posent sur le terrain. Et l'essentiel de notre travail a été de participer à la rédaction du Vadémécum de la laïcité, qui rassemble l'ensemble des textes de loi concernant l'application de la laïcité à l'école, en même temps que l'examen des cas où il y aurait atteinte à la laïcité et de la manière de gérer ces problèmes. Donc, le Vadémécum a été naturellement rédigé par les bureaux du ministère de l'Éducation nationale, mais nous avons participé à son élaboration, et c'est d'ailleurs un travail qui est constamment mis à jour, puisque de nouveaux problèmes peuvent se poser, auxquels il faut essayer de montrer quelles sont les meilleures solutions possibles ou celles qu'il faut adopter. Alors là, c'est le côté, disons, concret de l'application de la législation telle qu'elle est, et de la législation et de la jurisprudence. Mais en même temps, on a été très sensible au fait que des règles d'application de la laïcité, en particulier à l'école, qui étaient celles, je ne parle pas de ma génération très ancienne, mais des générations qui m'ont suivi, et qui allaient de soi et qui étaient évidentes, étaient finalement peu connues, peu appliquées par beaucoup des jeunes générations, des enseignants et des différents membres de la communauté pédagogique. Et donc, nous avons pensé que les fondements intellectuels étaient aussi très importants, d'où nous avons pratiquement entièrement reconçu dans le guide républicain le volume qui s'appelle l'idée républicaine, en donnant des textes, en montrant comment s'est élaboré progressivement à partir de grands textes l'idée républicaine et l'idée de laïcité, parce que la laïcité n'est pas seulement un ensemble de dispositions juridiques, c'est un projet à la fois politique et philosophique dont les dispositions juridiques ne sont que la conséquence pratique. Et donc, il nous a paru important, comme j'ai essayé de le faire en vous parlant tout à l'heure, de montrer les origines historiques, philosophiques, politiques du principe de la laïcité avant d'en venir au point concret de l'application de ces principes dans la vie quotidienne des établissements. Et à la suite du rapport Aubin, dont les conséquences ont été tirées après quasiment 2 décennies, le ministre a organisé tout un plan de formation à la laïcité avec des formateurs. Et donc, nous avons été mobilisés aussi dans ce plan de formation pour former les formateurs qui eux-mêmes formeront les personnels de l'éducation nationale sur le terrain à gérer les dispositions qui assurent l'application du principe de laïcité. Alors, sur différents sujets, le ministre nous a demandé des notes, par exemple sur l'enseignement du fait religieux dans des établissements laïques. Donc, nous avons fait une note sur l'approche laïque des faits religieux. Vous pouvez regarder sur le site du ministère de l'Éducation nationale, il y a ce qui concerne l'activité du Conseil des sages, qui vous donnera une idée de cette double ambition
de rappeler les fondements intellectuels d'un côté et d'être à l'écoute des problèmes du terrain en essayant de répondre autant que faire se peut aux problèmes concrets tels qu'ils se posent. Merci. J'arrive. Pardon, voilà, de ce côté-là. Ah, je m'excuse, mais je n'entends pas du tout. Je ne peux pas encore parler. Bon, alors c'est pour ça que je n'entends pas. Bonjour, déjà. D'abord, merci pour votre intervention. J'aurais voulu savoir ce que vous préconisez, notamment pour tout ce qui est le développement un peu de l'école à la maison, en fait. Hein, on constate quand même que il y a une augmentation du nombre de familles qui décident de retirer leurs enfants de l'école pour différentes raisons, et parfois quand même pour des raisons un petit peu religieuses. Hein. Donc, est-ce que vous avez des recommandations, et notamment, est-ce que peut-être qu'un jour, on arrivera peut-être à avoir une vraie évaluation quand même de ce qui est fait à la maison, en fait? Voilà. Oui, c'est un problème difficile parce que d'une part, l'école à la maison est une forme de liberté sur laquelle il ne faut pas revenir, mais d'autre part, cette liberté peut être mal utilisée, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, cela peut être des manières d'échapper au principe de l'école publique et à celle de sa neutralité religieuse, vous y avez fait allusion. Alors, en principe, il y a des contrôles et je crois qu'il faut trouver une solution qui consiste à garder le principe de la liberté, parce qu'encore une fois, il ne faut pas revenir sur les principes de liberté, mais en même temps d'accroître le contrôle qui doit être exercé sur la manière, car il n'y a pas une obligation de fréquenter l'école, mais il y a une obligation d'enseignement. Il y a une obligation d'apprentissage. Donc, il faut qu'il y ait en même temps, me semble-t-il, un contrôle sans doute accru sur le fait qu'il y a bien transmission des savoirs essentiels pour participer à notre société dans le cadre de l'école à la maison. Mais on est pris dans ce qui est souvent le cas, c'est-à-dire des contradictions, un problème de contradiction de valeurs, celle de la liberté d'un côté et celle de la nécessité de transmettre du savoir, qui fait partie aussi des libertés publiques. Et donc, il me semble que dans la pratique, il faut développer le contrôle sur ce qui se passe, parce que avec l'augmentation du nombre de cas, on peut penser que la nature de ces cas est un peu en train de changer d'une manière qui soit de l'ordre du prosélytisme, en particulier religieux. Alors, je voulais intervenir, si vous le permettez, sur cette question de l'instruction dans la famille, sur l'éclairage de l'Académie d'Orléans-Tours, hein, qui est une académie, je dirais, entre guillemets, avec deux gros pôles urbains et beaucoup de ruralité et des villes moyennes. Nous avons constaté effectivement que le nombre d'enfants inscrits pour l'instruction dans la famille augmente chaque année, avec une augmentation encore plus forte ces 2 dernières années, sans doute liée à la pandémie et au refus de certains parents que leurs enfants portent le masque en classe, parce que ça va jusque-là. Les contrôles sont pratiqués 1 fois par an, assez tôt dans l'année, là en janvier-février, hein, ils vont être pratiqués, de façon à pouvoir avoir un second contrôle si ce qui est perçu pendant ces contrôles ne paraît pas satisfaisant en termes d'apprentissage, l'objectif étant que les enfants acquièrent la maîtrise du socle commun. Très clairement, les motivations religieuses, pour ce que j'ai vu, moi, et j'en fais beaucoup, des contrôles de l'instruction dans la famille, je dirais que c'est à peine 10% des cas. Après sont évoqués tout un tas de questions, phobie scolaire, refus scolaire anxieux, tout un tas de pathologies qui n'existaient pas quand nous étions élèves et qui se développent malheureusement. Et avec un interrogatoire un peu poussé, on se rend compte que quand même souvent, ce sont des pathologies qui toucheraient peut-être plus les parents que les enfants. Oui. Voilà. Et puis, il y a également aussi toute la question de la prise en charge d'enfants
handicapés d'une façon ou d'une autre, qui ne trouvent pas toujours, malgré tous les efforts qui sont faits, leur place dans une classe et dans l'école, et qui du coup sont instruits dans la famille. Alors, la loi va prévoir un durcissement des conditions de l'instruction dans la famille. Nous sommes le seul pays européen qui l'autorise quand même, hein, je le rappelle à chaque fois. Donc, c'est effectivement une grande liberté. Je ne suis pas sûre, moi, que ce soit toujours au bénéfice des enfants. Moi, je pense que ça cache aussi souvent des situations de maltraitance et d'emprise parentale sur des enfants. Voilà, et c'est ça qui, moi, me rend le plus malheureuse dans toute cette affaire. Voilà, pour l'éclairage. Merci de cette intervention. C'est très intéressant et ça, la conclusion en est la nécessité de contrôle renforcé. Tout à fait. Voilà, nous sommes bien d'accord. Quelqu'un? Oui, j'arrive. Je dirais. Bonjour, merci pour votre intervention. Vous évoquiez une nécessaire séparation entre l'espace public et la pratique religieuse. Je souhaite savoir quelle est votre définition de l'espace public. Je vous remercie. Vous avez raison, c'est une grande question. Bon, alors il y a l'espace public au sens, disons, strict, c'est-à-dire l'État et les services de l'État, et là la neutralité est absolue. Et puis il y a un espace qui est ce qu'on peut appeler l'espace civil, c'est-à-dire l'espace qui n'est ni le privé ni l'État, mais qui est le lieu où se rencontrent d'une certaine façon ces deux espaces, c'est-à-dire celui de la rue, celui des transports en commun, celui qui n'a évidemment pas les mêmes exigences de neutralité que ceux qui sont chargés d'une mission de service public. Et c'est là que dans l'idée laïque, il y a l'idée de neutralité de l'État et de ses services d'un côté, et l'État et la tradition d'une certaine discrétion des expressions religieuses dans l'espace civil et la liberté dans l'espace privé, à condition toutefois que les pratiques religieuses ne soient pas contradictoires avec la valeur commune qui est la liberté et l'égalité de tous les êtres humains. C'est-à-dire que la liberté dans le privé ne doit pas aller jusqu'à être contraire, disons, aux droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire que dans toutes les religions qui sont compatibles avec ces valeurs communes, la laïcité assure la liberté de croyance et de culte. Et c'est dans l'espace civil qui est entre l'espace étatique propre et l'espace privé que la tradition impose une certaine discrétion, mais n'interdit pas l'expression de croyances publiques. Il y a des processions dans les rues des villes, il y a des cloches qui sonnent, ça fait partie de l'espace civil et c'est à négocier de façon à ce que ça n'empiète pas sur la liberté des autres. Vous avez vu tout à l'heure, levez la main. Oui, merci. J'en profite puisque on a cette intervention pour poser toutes mes questions et donc directement deux. La première, c'est comment, je ne sais pas si du coup le Conseil des sages y a participé, mais comment vous avez reçu la dernière campagne du ministère sur la laïcité, les fameuses affiches qui, je crois, se concluaient par « c'est ça la laïcité ». Je ne sais pas si vous voyez de quelle campagne je parle. Oui, je vois très bien ce à quoi vous faites allusion. Voilà. Et la réponse est... La deuxième question, comme ça, j'arrête après, c'est comment vous percevez, c'est d'une autre nature, comment vous percevez les sondages, alors ce ne sont que des sondages, hein, mais qui pointent des évolutions importantes sur la manière dont les jeunes perçoivent les religions, si ce n'est la laïcité. Par exemple, une évolution du positionnement vis-à-vis d'un hypothétique droit au blasphème, etc. La position des jeunes vis-à-vis du blasphème qui évolue, ils sont nettement plus critiques. Donc voilà, sur ces deux éléments. Merci beaucoup. Alors la première est facile et rapide, c'est-à-dire que nous n'avons pas été consultés, nous l'avons découverte en même temps que vous sur les abribus et nous avons fait dire qu'on aurait peut-être pu nous demander notre avis. Donc la réponse est simple. Alors par ailleurs, ce que je pense de ces affiches, c'est que c'est des affiches et que les affiches, c'est jamais très satisfaisant et celles-ci n'échappent pas à la règle
que les affiches ne sont pas très satisfaisantes sur un sujet dont j'ai essayé de vous montrer toutes les dimensions. Évidemment, elles sont réduites. Cela dit, je ne trouve pas non plus qu'elles justifient le torrent de protestations indignées qui a eu lieu, parce qu'il faut se mettre dans la logique de la communication et que quelquefois, la logique de la communication qui n'est pas la nôtre, mais dont on peut penser qu'elle peut peut-être avoir quelques effets. Mais encore une fois, nous aurions sans doute fait des objections si on nous les avait présentées, mais ça n'a pas été le cas. Alors, sur le deuxième point qui est plus important et plus grave, effectivement, il y a une rupture de génération et on voit très clairement. Alors, un sondage ne veut dire pas grand-chose. Hein. Quand vous avez une série de sondages faits par des instituts différents dans une série et qui donnent des résultats concordants, ça finit par dire quelque chose, et quelque chose dont il faut tenir compte et qu'on ne peut pas simplement dire ça n'est qu'un sondage. Vous voyez, un sondage, oui, on peut dire ce n'est qu'un sondage. Quand il y en a toute une série, elles sont concordantes. Les résultats sont concordants, ils sont d'ailleurs concordants avec les travaux plus approfondis des sociologues comme Rougier, comme Keppel, etc. Et on voit tout à fait dans une jeune génération la non-transmission, la faible transmission, parce que ce n'est pas de la non-transmission, mais enfin une part plus importante de la jeune génération qui ne reconnaît pas les valeurs fondamentales qui sont au cœur de l'idée de laïcité, dont est déduite l'absence de définition juridique du blasphème dans des sociétés il n'y a pas de délit de blasphème. C'est-à-dire qu'il y a un délit qui consiste à avoir à l'égard des personnes d'une religion des jugements qui sont injurieux, mais il y a une liberté de critique de la religion en tant que telle. C'est-à-dire qu'il n'a pas de droit de blasphème. Et effectivement, on voit dans les jeunes générations, il y a une coupure, semble-t-il. Alors, est-ce que c'est l'âge, est-ce que c'est la génération? C'est toujours la question qu'on peut se poser. Je pense qu'il y a un effet de génération où effectivement, il y a un affaiblissement de l'intériorisation et de la conviction des valeurs de la laïcité. On le voit chez les jeunes. Et c'est le cas de tous les jeunes, encore une fois. C'est aussi plus le cas des jeunes de tradition musulmane que des autres. Et ça pose un problème, je pense, ça pose un problème de fond. Et je pense que ça fait partie du combat intellectuel que nous devons mener, sans illusion c'est un combat difficile, mais en même temps, nous ne devons pas céder là-dessus parce que j'ai essayé de vous le dire, c'est un principe fondamental. Et donc, voilà, chacun à la place que nous avons, il faut essayer de lutter pour les convaincre de la liberté qu'ils ont de choisir leur croyance et de l'obligation qu'ils ont de ne pas essayer de l'imposer aux autres. D'autres questions encore? J'avais envie de vous poser la question vous avez évoqué la dimension politique de cette question de la laïcité, et donc dans cette période d'élection présidentielle, elle est de plus en plus instrumentalisée, et y compris aussi par des thèses d'extrême droite qui la reprennent, tout en prônant un retour à une tradition d'une France catholique, chrétienne. Qu'est-ce que vous en pensez de ces polémiques? Comme vous, il y a contradiction dans l'évocation d'une France chrétienne et dans l'instrumentalisation de la laïcité. Parce que la France a été chrétienne, c'est un fait historique sur lequel il n'y a pas de discussion à avoir, c'est comme ça. La France a été faite par la monarchie et l'Église catholique, mais elle est aujourd'hui, et tout de même depuis plus de 2 siècles, la France républicaine, qui est une France qui doit être respectueuse des religions quand elles ne sont pas contradictoires avec les valeurs communes, ce qui était le cas de l'Église catholique. Donc respectueuse des religions, mais qui en tant que telle est fondée sur les idées des Lumières et et non pas sur la trame religieuse. C'est notre héritage, c'est comme ça qu'on a construit notre pays. Alors l'extrême droite, après avoir longtemps, disons le courant maurassien qui a existé en France et qui continue à exister depuis la Seconde Guerre mondiale, mais qui était marginalisé parce qu'il avait été compromis
par les événements de la Seconde Guerre mondiale. Mais maintenant que les événements de la Seconde Guerre mondiale sont devenus historiques et oubliés dans la conscience historique, enfin ils sont connus par les historiens bien sûr, mais ils ne font plus partie de la conscience historique des jeunes générations, le courant maurassien s'exprime aujourd'hui et il est évidemment contradictoire avec l'idée de laïcité qui repose sur l'idée républicaine. Mais ça, les instrumentalisations politiques au moment des élections doivent être perçues et comprises comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire des instrumentalisations politiques. Elles ne doivent pas remettre en cause l'analyse politique non partisane qu'on peut faire du problème. Merci. Est-ce qu'encore une ou deux autres questions? Puis, et puis on aura réglé conclure. Le problème comme ça. Voilà. On aura tout réglé. Non? Puisqu'il n'y a plus de questions, je pense que les personnes, en tout cas, vont repartir nourries de votre discours, d'une très grande clarté. Il nous permet effectivement de repenser tous ces principes qui sont essentiels aussi dans notre mission d'éducation et dans l'école. Je vous remercie vraiment, Madame. Oui. Je me permets de renvoyer à ce coffret que le ministre a fait, a envoyé, je crois, dans tous les établissements, qui comporte à la fois le vade-mecum d'un côté, l'intervention des inspecteurs généraux qui montrent comment l'enseignement dans les diverses disciplines peut comporter sa dimension laïque sans qu'il y ait pour autant nécessairement un enseignement de la laïcité, et les textes fondamentaux qui, je crois, avec ce coffret, on a vraiment les instruments qui permettent à la fois de penser la laïcité et de voir comment s'assurer qu'elle continue à organiser notre vie collective. Bien, merci beaucoup, Madame Dominique Schnapper. De votre écoute. Merci d'avoir passé tout ce temps avec nous. Merci. Et voilà. Et tous mes voeux à chacun. À merci. Bientôt. De même pour vous, tous nos voeux, pour ces fêtes aussi. Je vous signale que donc cet après-midi, donc il y a ceux qui ont choisi l'atelier sur le complotisme et les fake news, les croyances. Là, ça aura lieu donc dans la salle Vanille, dans une salle ici à la Quinière. Et pour les autres, ceux qui ont choisi d'aller écouter l'atelier, de travailler l'atelier sur l'enseignement des religions à travers l'histoire de l'art, peuvent se retrouver donc au château de Blois avec Madame Boger-Cornu et Madame Isabelle Saint-Martin. Demain, je vous signale qu'il y aura, alors vous ne serez sans doute pas là, mais à 14 h, nous projetterons de façon exceptionnelle un documentaire, un docu-fiction qui avait été fait pour l'année 2005, qui s'appelle La Séparation, où avec des gens comme Pierre Santini, donc des acteurs très connus, sont repris les grands discours qui ont marqué l'adoption de la loi de 1905. Voilà. Ça aura lieu entre 14 h et 16 h ici, avec un débat sur la création de ce téléfilm qui, pour l'instant, n'est pas visible, mais que nous avons réussi, grâce à l'INA et les rendez-vous de l'histoire, à vous présenter, en tout cas à présenter à Blois. Voilà, et puis bonne continuation. Merci d'être venu. J'espère que ça vous a satisfait néanmoins, que malgré ce côté visioconférence, mais je pense qu'il y avait quand même la possibilité d'un dialogue. C'est comme si elle était là. Voilà, merci.